Bonjour Gilbert. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, tout va très bien. Enfin, tout va très mal, mais tout va très bien, quoi. Oui, effectivement, ça va mal. En juin 2020, j'ai envie de remonter un peu en arrière, 118 eurodéputés, bon, les plus à gauche, ont demandé à la Commission européenne de condamner les brutalités policières au sein de l'UE et de convoquer un sommet antiraciste. Oui, voilà. Donc, l'Union européenne se préoccupe beaucoup des violences que les policiers pourraient commettre, mais elle ne se préoccupe pas du tout des violences que les policiers pourraient subir, des insultes récurrentes, répétitives, qu'ils pourraient essuyer. Alors, si on met cette motion européenne en rapport avec les événements de maintenant, on est effrayé, on est consterné. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. Parce que le drame d'Avignon, qui a causé la mort à ce jeune policier, auquel on se doit évidemment d'avoir avec émotion une pensée, ainsi que pour toute sa famille, c'est quand vous pensez qu'il aura fallu un soir qu'un gradé arrive à la maison pour dire à l'épouse, à la compagne, puisqu'il était pacsé, votre mari est mort, et que les enfants apprennent que leur père était décédé. Bon, voilà. La réalité de l'horreur, c'est ça. Alors, le contexte du drame. Oui, rappelons-le. Rappelons-le. Bon, ce policier de la police judiciaire rentre au commissariat et puis il apprend avec des collègues qu'il y a un petit trafic de drogue, ce qu'on appelle un deal. Bon. Et il se rend sur place pour procéder à une vérification, à une interpellation. Et là, quand il est confronté au dealer, il essuie 4 coups de feu, dont 2 qui vont l'atteindre en plein corps et qui vont le tuer. Ce qui est incroyable, c'est que l'assassin, le tireur, a assassiné un policier, c'est-à-dire qu'il encourt maintenant la réclusion criminelle à perpétuité, alors que l'interpellation, même si elle avait eu lieu, n'aurait abouti à rien de grave. C'est ça qui est absolument incroyable, c'est la disproportion entre les conséquences de l'arrestation et la, entre guillemets, réaction criminelle du dealer qui va commettre un crime alors que finalement il risque strictement rien. Alors pourquoi en est-on arrivé là, ce drame? C'est bien la question qu'il faut avoir le courage de se poser. Bon, on a commencé par porter atteinte à l'identité institutionnelle des policiers. Des insultes, des condamnations pour des violences que les policiers commettraient, des dénonciations pour des délits de faciès que les policiers commettraient. Rappelons-nous quand même l'ancien ministre de l'Intérieur, Castaner, on pourrait même l'appeler Castanex, parce que bon, avec le Premier ministre que nous avons, qui quasiment admettait l'existence de contrôle aux faciès. Bon, enfin, en un mot, depuis des années et des années, à travers des campagnes de presse, des campagnes politiques. La une de Libé. Notamment, alors la une de Libé, précisons quand même qu'elle est intervenue hier. Oui, c'est ça. Enfin, ou avant-hier plutôt, je ne sais pas quand est-ce qu'on va être diffusé, mais c'est dans les 24 heures de l'assassinat de ce policier. Bon. Donc, tous ces éléments de presse, tous ces éléments de propagande font que l'identité institutionnelle des policiers a été salie, détruite. Leur autorité a été véritablement abîmée, même par des partis politiques. Le leader de la France Insoumise a évoqué le comportement de la police en ces termes. C'est des barbares, soyez prudents, parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Si il avait été, ils me tuent. Tu vois, ils attendent le prétexte. Et puis on est passé de la contestation de l'identité, de la critique de l'identité à l'attaque au corps. De l'identité symbolique, on est passé à la réalité du corps. Et maintenant, on tire sur les policiers. Je veux dire qu'on a des scènes qui sont diffusées à longueur de temps, où on voit des policiers agressés, des policiers molestés, des véhicules de police encerclés, des véhicules de police lapidés. Enfin, ce sont des scènes quotidiennes qui sont très révélatrices de ce qui se passe aujourd'hui. On en est arrivé là parce que on a d'abord attenté à l'identité institutionnelle, on l'a laissé faire.
Ensuite, on est quand même dans un pays où il existe, c'est incroyable mais vrai, des zones de non-droit, des territoires perdus de la République. Que cachent ces euphémismes? Ils cachent mais des lieux où se sont installées des mafias de la drogue. Quand vous pensez qu'à Marseille, il y a dans les banlieues des frontières tenues par les dealers, et qu'on entre dans la cité que si on peut franchir la frontière des dealers. Bon, alors, un pays qui accepte les zones de non-droit, les territoires perdus de la République et qui ne fait rien, c'est un pays, évidemment, où la mafia, une mafia particulière s'installe. Bon, règlement de compte, on le voit, un tir à un moment donné, je crois, qui a traversé une cour de récréation. Oui. Enfin, C'est bon, fréquent même. c'est complètement effroyable de constater ce qui se passe. 8000 armes saisies par an. Il y a à l'heure actuelle en France 3952 points de deal. Alors, quand on écoute les syndicalistes, il y en avait un sur BFM TV, je crois, qui est allé jusqu'à dire qu'ils avaient le sentiment que la justice était anti-flic. Comme on dit si bien chez nous dans le jargon, j'espère que la justice aujourd'hui, elle se regarde dans le miroir. Parce que sans faire le procès de celle-ci, on a quand même un souci là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une impunité omniprésente, il y a une insécurité de plus en plus grande. Et pourquoi? C'est parce que derrière, il n'y a pas une sévérité et des sanctions exemplaires. Et on en arrive malheureusement à ce drame-là qu'on annonçait, nous, depuis quelque temps. On s'est dit, on en finira là, parce que aujourd'hui, il n'y a plus de notion de rien. On se permet tout et n'importe quoi, et on sait malheureusement que derrière tout ça, on est généralement peu sanctionné. Voilà. Alors, les peines ne sont pas exécutées, faute de place. Quand on veut conduire un trafiquant de drogue devant le tribunal, comme il n'y a personne pour l'escorter, on le libère. Oui, on le libère. Voilà, on est dans cette situation, que dire d'autre? Les bras en tombent. Ouais. Bon, ça c'est un constat, mais alors que faire? Quelle solution? Bien évidemment, d'abord il faudrait que les peines soient exécutées. Bon, ensuite il faudrait prendre conscience que ce trafic, cette industrie du trafic, non seulement criminelle au plan de la loi pénale, mais qui plus est capable de prolifération dans tous les domaines, hein, a un aspect industriel qui se trouve en grande partie dans des banlieues. On le sait, c'est pas aujourd'hui les vigiles qui font le guet, on les choisit chez les jeunes de 12-13 ans parce qu'on sait qu'ils vont échapper à la répression. Bon, donc il faudrait absolument mettre de l'ordre dans ces banlieues et puis taper au portefeuille. On sait très bien que beaucoup d'argent circule, qu'il est camouflé par des espèces de receleurs institutionnels, que l'argent part pour l'étranger. Il faudrait donc le suivre et il faudrait avoir de véritables brigades de guerre fiscale, mais pas des policiers ordinaires, pas des contrôleurs ordinaires, non, des spécialistes de la lutte contre la criminalité dangereuse, mais affectés à la poursuite de tout ce qui est l'argent provenant de la drogue, de la cocaïne, de l'héroïne. On parle beaucoup du hashish, mais il n'y a pas que le hashish, il y a la cocaïne, il y a l'héroïne, et il faudrait aussi, pour qu'enfin les policiers soient respectés, que l'on décide que toute condamnation prononcée pour une infraction commise à l'encontre d'un policier, outrage, violence, soit immédiatement assortie d'un mandat de dépôt. Sauf conditions particulières qui permettraient au juge, bien évidemment, parce qu'il faut rester dans la personnalisation des peines, de ne pas prononcer ce mandat de dépôt. Mais ça permettrait au moins, quand un individu est condamné à 1 an, 2 ans de prison, s'il y a mandat de dépôt, pendant tout le temps où l'appel pourrait courir, eh bien, il serait en prison. Ça paraît novateur, oui. Il sera en prison, sauf à demander sa mise en liberté si elle est acceptée. Ça permettrait quand même d'avoir une certaine efficacité dans l'immédiateté de la réponse pénale. Voilà. Mais on n'en est pas encore là, hein. Moi, j'avais un débat sur une chaîne de télévision, on va peut-être pouvoir en voir un extrait, avec une porte-parole du ministère de la Justice. Oui, parce que maintenant que M. Dupond-Moretti, garde des Sceaux, se présente dans les Hauts-de-France, hein, je crois, hein, on ne va plus le voir. Eh oui. On peut le voir. Bon, de temps en temps, il dira bien quelque chose contre Marine Le Pen, mais on a un garde des Sceaux qui est parti dans les régionales. C'est vrai que la justice n'a pas tellement de problèmes, donc il peut aller se divertir au festival des régionales. Bon, voilà où on en est. Et Castex, vous l'avez vu, qu'en pensez-vous?
Mais Castex, je l'ai vu quand il a pris la parole dans Oui. ce commissariat qui attendait d'être rénové depuis 10 ans, Ah oui. mais qui, par la magie de l'apparition de M. Castex, a été rénové. Alors, ils ont tout rénové. Hein. L'électricité, ils ont passé les locaux au Karcher, voilà. Et puis, alors, ce qui est extraordinaire, dans la tragédie, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce gouvernement, c'est qu'il arrive à mettre dans la tragédie la plus insoutenable, la plus dure à supporter, du comique. Ils ont demandé à des fonctionnaires, non mais écoutez-moi, c'est pas une blague, hein, qui avaient l'accent du Sud-Ouest, de venir pour que le Premier ministre ne se sente pas trop dépaysé. Ça fait 10 ans, nous, qu'on demande à ce que des réparations soient faites au commissariat. Par exemple, vous avez un sous-sol qui est au Karcher avant-hier. Comme par hasard, ça fait des années qu'on le demande. Vous avez des fils dénudés électriques qui pendent, qui sont dangereux. On demande à ce que ça soit... Avant-hier, ça a été réparé. C'est magnifique. Tous les véhicules obsolètes et pourris du commissariat ont été, hier, transférés à Villers-le-Bel. Vous avez plus que 2 ou 3 beaux véhicules. Et puis, si on pousse le bouchon un peu loin, ça va faire rire tout le monde. Les collègues du commissariat de Sarcelles sont plutôt du nord de la France. On a fait venir deux collègues du sud de la France avec l'accent de M. Castex pour le mettre au poste afin qu'il ne soit pas trop dépaysé. Non mais vous imaginez Charles Pasqua demander qu'il y ait des imitateurs de Fernandel pour l'accueillir. Non mais voilà la mesure de la tragédie. Tragicomique, donc, ouais. Question européenne, mais qui vous concerne encore plus directement que d'habitude. Gilbert, cette semaine, vous et Marine Le Pen, vous avez été relaxés sur l'affaire des tweets. Donc j'ai envie de vous demander 6 ans pour ça. Alors 6 ans pour ça, je crois quand même qu'il faut un peu rappeler l'affaire des tweets. Bon, on ne va pas montrer les tweets, hein, encore qu'on pourrait maintenant. Hein. Oui. Mais M. Bourdin, avec sa finesse habituelle, hein, avait cru bon de comparer le Front National de l'époque à Daesh. Que ça. Et moi j'avais répondu en montrant une photo d'une des victimes des exactions de Daesh. M. Bourdin, voici, regardez le poids des photos et le choc des bobos, je crois, hein, ou l'inverse, je ne sais plus. Enfin, c'était une phrase qui caricaturait la phrase de Paris Match. Bon. Et on a été pour. Alors, le ministre de l'Intérieur de l'époque, j'ai complètement oublié son nom, s'était levé à la tribune de l'Assemblée nationale et avait demandé des poursuites contre Marine Le Pen et moi-même. J'ai tout simplement demandé, conformément à ce que sont les procédures en vigueur, que la plateforme Pharos de la Direction centrale de la police judiciaire puisse se saisir de cette affaire comme elle le fait à chaque fois que ces photos sont diffusées, de manière à réserver toutes les suites qui doivent l'être. Mais le lendemain, on avait été poursuivis. C'est dire que le parquet, il cavale sous les ordres du ministre de l'Intérieur. Non mais quand même, on est dans une démocratie où c'est le ministre de l'Intérieur qui déclenche des poursuites contre 2 députés, un européen et un national. Bon, 2015, 2016, 2019, hop, on arrive devant le tribunal. Et le tribunal, là, faisant, alors pour le coup, et là, je ne peux que remercier la Convention européenne des droits de l'homme, faisant application de la Convention européenne des droits de l'homme, va rendre une décision qui est quand même de principe, hein, qui va dire qu'il n'y a aucun caractère de prosélytisme dans notre déclaration, que nous avons rempli un travail, si j'ose dire, qui représentait un caractère de polémique politique d'intérêt général, et les juges vont se référer à la Cour de Strasbourg sur la liberté d'expression qui, sous réserve d'exception, et ça vaut le coup quand même de le dire, autorise l'expression des idées, et je cite, qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction de la population. Je ferme la citation. Donc, normalement, dans l'exercice de sa liberté, aujourd'hui où on fait peur à tout le monde pour un mot, on peut, d'un point de vue européen, du point de vue du droit européen, quand même avoir une vraie liberté d'expression, puisqu'on peut même heurter, à condition, bien sûr, de ne pas être violent, d'être prosélyte. Bon, voilà ce que les juges, fort justement, ont rappelé, et ils ont reconnu qu'on était dans notre liberté de parole, telle que la Convention européenne des droits de l'homme le définit. Et bon, on ne peut que se féliciter, bien évidemment, de cette décision.
Là, vous m'étonnez quand même un peu parce que vous êtes plutôt eurocritique et là, finalement, vous êtes bien content que les règles communautaires s'appliquent. Article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. C'est pas d'aujourd'hui, c'est bien avant l'Union européenne, c'est bien avant les décisions de la Cour de justice européenne. C'est la Déclaration des droits de l'homme. Voilà, si on avait respecté nos propres textes, il y a longtemps que la liberté d'expression n'aurait pas été censurée comme elle l'est aujourd'hui. Bon, très bien. Finalement, on n'avait pas besoin de la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'on avait la Déclaration des droits de l'homme, mais on s'en est un peu battu, si j'ose dire, les flancs jusqu'à maintenant, hein, puisque la liberté d'expression, on le voit bien, elle subit des censures un peu partout, dans la presse, dans le cinéma, dans les marques de produits, j'en passe, et des meilleurs. Et vous allez me parler de Blanche-Neige. Et voilà, je m'en doutais. Blanche-Neige, Blanche-Neige, c'est ahurissant. Moi, je ne sais pas que dire. Et les 7 nains, alors Les 7 nains, ils vont peut-être se prendre un procès aussi, parce que c'est quand même... bon, ah là là, on est loin du temps où Edmond Rostand faisait dire à Cyrano, mais un baiser après tout, qu'est-ce ? Un point rose sur lit du verbe aimer. Même Rostand pourrait être poursuivi maintenant. C'est sûr. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Gilbert. Merci amis et ennemis. Hein, j'espère qu'il y en a de nombreux. On se voit donc la semaine prochaine. Hein. Voilà. Et en attendant, vous pouvez nous rejoindre sur www.gilbertcollard.fr et nous suivre sur Telegram. Voilà, à très bientôt. Merci et bonne semaine et restez libres.